Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kempt, publiée aux éditions Hauteville. Dans ce roman, nous allons partir pour Palerme, en Sicile, en 1632, et nous allons y rencontrer Giulia, 13 ans. Cette jeune fille est la fille unique de Teofania et la belle-fille de Francesco. Ce riche marchand lui a donné une légitimité et un statut, ainsi qu'à sa mère ancienne prostituée. Giulia a grandi dans les dorures d'appartements situés dans des palais de Philippe d'Espagne à Madrid. Entourée de sa mère, de marginales et de courtisanes, elle a vécu libre de ses mouvements, dorlotée par les filles de joie et les gentilshommes de la cour espagnole. Cette époque bénie est loin derrière elle, car depuis le mariage et son déménagement en Italie, les règles et l'enfermement sont de mise. Au programme, broderie et religion, le tout calmement assise dans ses quartiers. La nuit, faute d'être sagement dans son lit à baldaquin, Giulia déambule dans les couloirs et voit sa mère partir de la demeure maritale encapuchonnée et ne revenir qu'à l'aube. Si sa curiosité est titillée, elle a des pistes de réponse. Sa mère aide des femmes qu'elle rencontre le plus souvent, d'après ce qu'elle sait bien sûr, aux offices qu'elle suit assidûment comme son époux l'exige d'elle. Immanquablement, ces mêmes femmes portent le deuil quelques semaines après avoir consulté sa mère. Ce soir, ses soupçons vont se transformer en certitude. Sa mère, une fois la nuit tombée, vient la réveiller. Elle lui demande de s'habiller rapidement et le plus silencieusement possible. Une fois fait, elle lui pose une cape sombre sur les épaules et l'emmène à sa suite. Les deux femmes se faufilent comme des voleuses dans la maison et arrivent assez vite dans la ruelle étroite située derrière la demeure. De ruelle sombre en ruelle sombre, mère et fille se retrouvent vite devant l'église Saint-Augustin. Giulia connaît bien cette église car elle y officie avec sa mère comme guérisseuse et herboriste avec l'accord de Francesco. Depuis toujours, elle apprend les simples et les remèdes pour soulager les douleurs dentaires, les fièvres, les douleurs articulaires et fabriquer des crèmes et des onguents pour cicatriser. Quelques petites gratouilles sur une porte en bois et le visage de sœur Clara apparaît. Giulia est surprise de voir la sœur de connivence avec sa mère, mais ravale son étonnement et continue de suivre silencieusement sa mère dans le couvent, jusqu'à la salle des alambics. Son corps lui crie de fuir, sans se retourner, mais quand elle voit Faustina, l'assistante de sa mère, dans la pièce, elle se calme. Son cœur de fillette bat à 100 à l'heure, et ce n'est pas près de se calmer. Teofania lui explique que dans sa lignée, les femmes se transmettent un savoir qui aide les femmes invisibles. Ce savoir est tout aussi utile que celui qu'elle lui enseigne depuis des années, car il libère ces mêmes femmes d'un mauvais mariage ou d'un homme mauvais. C'est dans cette pièce, aux dalles froides, où s'alignent contre les murs des pots d'apothicaire contenant des résines, du bouleau, des plantes et des épices, des livres de recettes écornés, des fioles de verre, un alambic avec sa chaudière et son col de cygne, ainsi que tout un tas d'instruments à distiller, des huiles et de l'alcool, que Giulia sent sa vie basculer par la révélation de sa mère. Elle est pieds et poings liés par un destin effrayant et dangereux qui la dépasse. Elle voudrait fuir, crier, oublier, rentrer en Espagne. Mais au lieu de ça, elle reste stoïque comme anesthésiée et commence, à sa grande surprise, à aider sa mère dans sa préparation du soir. Teofania lui montre ensuite son registre, celui qu'elle appelle son livre des secrets. Dans ce cahier, elle répertorie les noms de chacune de ses clientes et ce qu'elle leur a prescrit, ainsi que les sommes récoltées qui, Giulia s'en apercevra vite, sont souvent nulles. Pour sa mère, ce qu'elle fait n'a pas vocation à s'enrichir, mais à aider ses femmes dans le mal. À leur retour à la demeure, tout est encore endormi. Quelques heures plus tard, Giulia va prendre une collation à la cuisine auprès de la redoutable langue de vipère qu'est la cuisinière de son beau-père, Valentina. Chaque nuit depuis, mère et fille partent préparer, sous la protection de la Sainte Rita en bois, de la salle des alambics, la patronne des causes désespérées, leur remède. Un matin, Valentina lui apprend ce qui se murmure partout, à savoir que sa mère et elle seraient des putains du diable, rebutant les dames de la bonne société à visiter la maison de son riche maître Francesco. Giulia sait qu'en tant que fille d'une courtisane rendue respectable par son mariage et a fortiori étrangère, les rumeurs sont monnaie courante et loin d'être infondées. Valentina, qui pensait faire une vaillance en le disant à la jeune fille, est déçue du peu d'effets produits.
Giulia va rencontrer, à défaut de la noblesse italienne, sa première cliente, Caterina, une femme meurtrie dans ses chairs par un mari violent et alcoolique. Elle vend son corps pour faire bouillir la marmite, payer son alcool, et pour toute récompense, elle reçoit un coup de lame barrant son visage d'un œil jusqu'au menton, avec en prime une menace de mort si elle recommence à se prostituer. Théophania et Giulia sont désormais plus que complices dans le secret de la préparation d'un poison, elles sont aussi complices dans la transmission du dit poison à une tierce personne et indirectement du meurtre prochain du mari de la pauvre Caterina. Au lieu de la rebuter, cette idée galvanise Giulia, qui voit de ses propres yeux la nécessité de créer et fabriquer cette potion. Giulia, qui subit depuis ses 12 ans les visites nocturnes de son beau-père, est tentée d'utiliser le poison. Elle en parle à sa mère qui lui explique pourquoi elles ne peuvent s'en servir contre Francesco. Il est un proche de l'église et de la cellule d'inquisiteurs. S'il venait à mourir, une enquête serait forcément ouverte et elle, ainsi que toutes les femmes impliquées, risqueraient de mourir torturées par les inquisiteurs. Giulia devra encore serrer les dents, mais elle s'en fait la promesse, rien n'est fait pour durer et encore moins la vie de son bourreau. Giulia, dans sa promesse silencieuse, ne pensait pas si bien dire. Mais malheureusement, c'est la vie de Faustina qui n'a pas duré. Torturée puis exécutée en place publique pour sorcellerie. Avec les morts suspectes et nombreuses de ces derniers temps, un nouvel inquisiteur est arrivé à Palerme, Fernando Afan de Ribera. Francesco est ravi de ce nouvel arrivant et continue ses visites nocturnes à sa belle-fille. Mais quand il va trop loin, Théophania se doit de protéger sa chair et son sang au péril de sa propre vie. Cette série d'événements sonne la fin d'une époque pour Giulia, mais comment va-t-elle l'affronter et la transcender? À vous de le lire pour le découvrir. Une lecture qui, comme le demandait la couverture, nous invite à prendre parti. Alors pour vous, Théophania, Giulia, Faustina, Giovanna, Graziora, Maria, Girolama et toutes les autres sont-elles des meurtrières ou des justicières? Une question tout aussi subtile que le poison utilisé par ces femmes et qui, heureusement pour nous lecteurs, ne nous laisse aucun arrière-goût amer, et ce, peu importe notre choix. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 31 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.